Le soleil était à peine levé sur l'horizon que j'étais déjà au fourneau. Chaque matin chez mon fils commençait de la même manière. Je me levais à 5h30 pour préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Loïc aimait les œufs brouillés avec du bacon. Sa femme, Tania, préférait le porridge aux fruits rouges. Et les enfants, eux, adoraient les crêpes au sirop d'érable. 4 petits déjeuners différents, et tout devait être prêt pour 7h30. Les œufs grésillaient dans la poêle, emplissant la cuisine d'un arôme familier. En 12 ans, depuis la mort d'Archibald, je m'étais habituée à cette routine. Au début, vivre chez mon fils semblait être une solution temporaire, le temps de surmonter mon deuil. Mais le temporaire était devenu permanent. Et maintenant, cette maison à Tours était ma cage. Mamie, où est mon sac à dos? Mon petit-fils Théo, un ouragan d'énergie de 8 ans, fit irruption dans la cuisine. Là où tu l'as laissé hier, mon chéri. Dans l'entrée, sur le crochet. Il n'y est pas. Théo tapa du pied, la lippe boudeuse de frustration. Je soupirai, retournai le bacon et allai chercher ce sac à dos, qui se trouvait bien sûr sous le lit de Théo. En revenant à la cuisine, j'entendis les œufs grésiller et brûler. Je dus tout recommencer. À 7h15, Tania descendit à la cuisine, impeccablement vêtue d'un tailleur crème. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon parfait, et son visage arborait déjà un maquillage sans défaut. « Odette, je vous avais dit de préparer mes documents pour la réunion. » Elle ne dit même pas bonjour. « Où sont-ils? » « Je les ai mis dans votre mallette hier soir, » répondis-je en versant le café dans les tasses. Tania pinça les lèvres et s'assit en silence à table. Sa froideur ne me blessait plus depuis longtemps. Quand j'avais emménagé il y a 12 ans après la mort d'Archibald, elle avait essayé d'être amicale, mais elle avait vite compris qu'elle pouvait m'utiliser comme gouvernante et nounou gratuite. Depuis, notre relation se limitait à des échanges formels. À 7h25, Loïc, un homme grand aux cheveux clairsemés et au ventre naissant, descendit à son tour. Mon fils, autrefois un adorable garçonnet aux fossettes sur les joues, était maintenant un directeur sévère dans une entreprise de construction. « Maman, tu as encore trop salé les œufs brouillés », furent ses premiers mots. Pas de bonjour. Pas de merci. Pardon, Loïc, répondis-je automatiquement, même si je savais que le sel était dosé comme il le fallait. Il grogna et se replongea dans son assiette, les yeux rivés sur son téléphone. Tania grignotait silencieusement son porridge, jetant des regards occasionnels à sa montre. « Au fait, Flore passe ce soir », dit Loïc sans quitter son écran. « Elle a quelque chose d'important à discuter. » Mon cœur se serra un peu. Flore, ma cadette, venait rarement. Généralement, c'était seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Je me demandais ce que c'était cette fois. « Super, essayai-je de sourire. Je vais lui préparer sa tarte aux myrtilles préférées. »« Pas la peine, me coupa Tania. Nous aurons des invités du bureau. On commandera le dîner au restaurant. »« Mais je pourrais, j'ai dit non, trancha Tania. Tu ferais mieux de nettoyer la chambre d'amis. Elle est pleine de poussière. » La journée se déroula comme d'habitude. Lessive, repassage, ménage, préparation du déjeuner pour les petits-enfants qui rentreraient de l'école. Théo et sa sœur Lise, une fillette de 6 ans aux cheveux bouclés et au caractère bien trempé, mettaient souvent ma patience à l'épreuve. Mais c'étaient les seules personnes dans cette maison qui me serraient parfois dans leurs bras. Ces derniers temps, cependant, même commençaient à copier le comportement de leurs parents. En fin d'après-midi, je me sentais pressée comme un citron. Mon dos me faisait mal et mes genoux arthritiques protestaient à chaque mouvement. Mais je continuais à me préparer pour les invités. Je dépoussiérais tous les recoins du salon, disposais les bougies que Tania avait rapportées de son dernier voyage d'affaires et rangeais la chambre d'amis. À 18h30, la sonnette retentit. Flore n'avait pas pris la peine d'appeler pour prévenir de son arrivée. Je me hâtai d'ouvrir, essayant d'ignorer la douleur dans mes genoux. Sur le seuil se tenait ma fille, une femme élancée à la coupe courte et aux traits qui rappelaient Archibald. Elle portait une robe coûteuse et tenait un petit sac à main d'un créateur célèbre. « Maman », me lança-t-elle un baiser sur la joue, laissant une trace de rouge à lèvres. « Tu as encore maigri? Tu n'as pas bonne mine. » C'était sa façon de dire bonjour. J'avais l'habitude. « Entre, ma chérie. Loïc et Tania ne vont pas tarder. » Flore entra dans le salon et s'assit sur le canapé en croisant les jambes. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire et se plaignait toujours de son travail harassant, bien que ses tâches consistassent principalement à répondre au téléphone et à prendre des notes. « Comment vas-tu » demandai-je en m'asseyant à côté d'elle.
Oh, ne demande pas, dit-elle en levant les yeux au ciel. Le travail, c'est la folie. Didier est encore en retard pour la pension alimentaire, et Jade a des problèmes à l'école. Jade était sa fille de 13 ans de son premier mariage. Après avoir divorcé de Didier, Flore avait épousé Arnaud, un comptable avec qui elle avait vécu 5 ans avant de divorcer également. Qu'est-ce qui est arrivé à Jade? Demandai-je, inquiète. Rien de grave, elle répond au professeur, tout comme toi. Têtue comme une mule. Je ne me souvenais pas avoir jamais répondu à des professeurs, mais je décidai de ne rien dire. Inutile de discuter avec Flore. La porte d'entrée claqua et Loïc et Tania entrèrent, suivis de 2 hommes et une femme en costume d'affaires, des collègues du bureau. Flore. Loïc passa son bras autour de sa sœur. Ça fait longtemps. Trop longtemps, sourit-elle. Salut, Tania. Elles échangèrent de froids baisers dans le vide. Flore et Tania ne s'étaient jamais entendues. Maman, sers-nous à boire, ordonna Loïc, et prépare quelques amuse-gueules. Je me précipitai dans la cuisine, heureuse d'avoir préparé les canapés au fromage et au raisin à l'avance. Pendant que je les disposais sur un plat, Flore entra dans la cuisine. Il faut que je te parle, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Bien sûr, ma chérie. Quelque chose ne va pas? Flore jeta un regard nerveux vers la porte et baissa la voix. Maman, j'ai des problèmes d'argent. Arnaud est en retard dans ses paiements, et je dois payer les cours de Jade et les réparations de la voiture. Je soupirai à nouveau. Flore, tu sais que je n'ai que ma retraite et que j'en donne la majeure partie à Loïc pour les frais de la maison. Mais tu dois bien avoir des économies, sifflatait-elle presque. Papa a dû laisser quelque chose, non? Ton père a laissé une assurance vie que j'ai partagée entre vous deux il y a 10 ans, lui rappelai-je. Et mes économies, il n'en reste presque plus rien. Mon Dieu, maman! Flore agita les mains. Tu dis toujours ça. Tu ne peux pas aider ta propre fille pour une fois? À sa voix forte, Loïc entra dans la cuisine. Que se passe-t-il ici? Flore se tourna vers lui. Tu te rends compte? Maman refuse encore de m'aider financièrement. Loïc me regarda, et je vis dans ses yeux la même expression qu'Archibald avait quand il était mécontent. Un mélange de déception et de mépris. Maman, il faut qu'on parle. Son ton n'augurait rien de bon. Mais, pas maintenant. Nous avons des invités. Il prit le plateau de canapé et sortit. Flore me lança un autre regard mécontent et le suivit. Toute la soirée, je sentis la tension monter. Je servis les boissons, changeai les assiettes, souris aux invités, mais à l'intérieur, une inquiétude grandissait. Quelque chose se préparait, et ce quelque chose me concernait. Quand les invités furent partis, Loïc, Tania et Flore s'assirent dans le salon. Loïc me désigna le fauteuil en face de moi. « Assieds-toi, maman. Il faut qu'on parle. » Je me laissai lentement tomber dans le fauteuil, sentant mon cœur battre la chamade. « Qu'y a-t-il? » Maman, Flore et moi avons discuté de ta situation, commença Loïc en entrelaçant ses doigts. Tu as 65 ans maintenant. Tu vis chez moi depuis 12 ans. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Et tu ne fais rien pour ta famille, intervint Flore. Ni financièrement, ni moralement. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je cuisine, je nettoie, je garde les enfants, je fais la lessive. C'est le minimum que tu puisses faire pour être logé et nourri gratuitement, me coupa Tania. Mais tu refuses d'aider Flore quand elle a besoin d'argent. Tu refuses de prendre plus de responsabilités dans la maison. Quelle responsabilité? Je sentis une boule se former dans ma gorge. Je fais de mon mieux. J'ai de l'arthrite, mon dos, exactement, interrompit Loïc. Tu deviens un fardeau. Nous pensions que tu pourrais aider avec les enfants, avec la maison, mais tu te plains de plus en plus de ta santé. Je ne pouvais croire ce que j'entendais. Toutes ces années, j'avais été la première levée et la dernière couchée. J'avais cuisiné, nettoyé, élevé leurs enfants pendant qu'ils construisaient leur carrière. Et maintenant, ils me traitaient de fardeau. Je vous ai tout donné, ma voix tremblait. Toute ma vie. J'ai travaillé comme cantinière pour que vous puissiez faire des études. J'ai tout abandonné pour vous. Oh, ça y est, repartit Flore en levant les yeux au ciel. Maintenant, elle va nous raconter à quel point ça a été dur pour elle et à quel point nous devrions être reconnaissants. Mais c'est vrai. Je sentis des larmes couler sur mes joues. Je n'ai jamais rien demandé pour moi. Même quand votre père est mort, je ne vous ai pas accablé avec mon chagrin. Tu as emménagé chez moi et tu as vécu à mes crochets pendant 12 ans, dit froidement Loïc. Et maintenant,
Tu refuses d'aider Flore. Tu sais, maman, elle et moi avons longuement discuté et nous avons décidé que tu serais mieux toute seule. Quoi? Je crus avoir mal entendu. Tu m'as bien entendu, dit Flore en regardant ailleurs. Tu dois trouver un autre endroit où vivre. Nous t'aiderons à chercher, mais tu ne peux plus vivre ici. Vous me mettez à la porte, je n'en croyais pas mes oreilles. Nous t'offrons une vie indépendante, dit Tania d'un ton diplomate. Tu peux louer un petit appartement avec ta retraite. Mais je vous donne presque toute ma retraite, objectai-je. Il ne me reste presque rien. C'est ton choix, haussa les épaules Loïc. Tu aurais pu économiser, mais tu as choisi de nous donner l'argent. Maintenant, tu devras te débrouiller seul. Je regardais mes enfants, essayant de trouver un peu de sympathie dans leurs yeux, mais tout ce que je vis, c'était de la froideur et de l'irritation. Quand étaient-ils devenus si insensibles? Que avais-je fait de mal dans leur éducation? Mes enfants, commençai-je, mais Flore m'interrompit brusquement. Maman, arrête d'être si dramatique. On ne te met pas à la rue. Tu as une semaine pour trouver un logement. Je peux même te prêter un peu d'argent pour le début. Me prêter? Je souris amèrement. Tu veux me prêter de l'argent après tout ce que j'ai fait pour vous? Qu'est-ce que tu as fait de si spécial pour nous? Explosa soudainement Loïc. Tu as juste été une mère normale. Tu as fait ce que tu étais censé faire. Il ne faut pas transformer la parentalité normale en une sorte d'exploit. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Une mère normale. Je me souvins des nuits blanches au chevet des enfants malades. Des 2 emplois pour payer les études de Loïc. Des larmes de Flore après son premier chagrin d'amour que j'avais essuyé de mes propres mains. Vous savez quoi? Je me levai lentement de mon fauteuil, sentant mes jambes trembler. Vous avez raison. Je devrais vraiment partir. Je vais faire mes valises. Maman, ne sois pas si dramatique. Flore ne s'attendait clairement pas à une telle réaction. On dit juste que tu dois trouver ton propre logement. J'ai compris. Ma voix semblait étrangement calme. Je partirai demain. Mais maman, commença Loïc, mais je l'interrompis. Non, vous avez raison. Je suis un fardeau dans votre maison. Je dois partir. Je me dirigeai vers l'escalier, sentant leur regard sur moi. Quelque chose en moi s'était brisé. Mais avec la douleur vint un étrange soulagement. C'était peut-être mieux ainsi. Il était peut-être temps de commencer à vivre pour moi avant qu'il ne soit trop tard. En montant les escaliers vers ma petite chambre, je pensais à ce qui m'attendait. La peur se mêlait à un sentiment sauvage et inexplicable de liberté. Je ne savais pas où j'irais demain, mais je savais une chose avec certitude. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le matin était gris et humide, comme si le ciel lui-même pleurait mon sort. Je me réveillai avant l'aube, bien que je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles d'automne dans le vent. Où aller? Que faire? Comment vivre? 65 ans, de l'arthrite, une maigre retraite, presque pas d'économie. Pas un bon départ pour une nouvelle vie. Je fis mes valises en silence, en essayant de ne pas faire de bruit. La maison dormait encore. Tania et Loïc se levaient généralement à 7 heures, les enfants à 8 heures. J'avais environ 1 heure pour faire mes bagages et partir sans faire de scène. Je ne voulais pas voir leur visage, je ne voulais pas entendre de fausses consolations, ou pire, des soupirs agacés. Mes affaires tenaient dans une vieille valise, quelques robes, 2 pantalons, des chemisiers, des sous-vêtements, un pull chaud et une veste. J'ajoutai un album photo, une boîte à bijoux avec quelques pièces, et une petite ballerine en porcelaine, le cadeau d'Archibald pour notre premier anniversaire de mariage. Tout le reste, les livres, la vaisselle, une vieille machine à coudre, restait chez mon fils. Peut-être que je reviendrai un jour les chercher. Peut-être pas. Je laissai un mot dans la cuisine. Je pars maintenant. Je ne veux déranger personne. Je vous appellerai quand je serai installée. Maman. Court et sec, comme notre relation ces dernières années. Je fermai doucement la porte derrière moi et sortis. La ville s'éveillait à peine. De rares voitures passaient dans la rue. Des lumières étaient déjà allumées à certaines fenêtres. Je m'arrêtai un instant, regardant la maison de Loïc, un pavillon de plain-pied avec une pelouse soigneusement tondue et des pots de fleurs sur le porche. Pendant 12 ans, je l'avais considérée comme ma maison, mais elle n'avait jamais été la mienne. J'y étais toujours restée une invitée, tolérée par nécessité, et on attendait de moi que je sois reconnaissante pour chaque morceau de pain. La valise était plus lourde que je ne le pensais. L'arthrite dans mes genoux se faisait sentir, et chaque pas était douloureux.
Mais je continuais à marcher sans me retourner. Quelque chose en moi, une dureté que je ne m'étais jamais connue, ne me laissait pas abandonner et faire demi-tour. Le quartier où vivait Loïc était l'un des plus beaux de Tours. Des maisons soignées avec des jardins bien entretenus, des voitures neuves dans les allées, des vélos d'enfants bien rangés dans les garages. Plus je m'en éloignais, plus les maisons devenaient modestes, moins il y avait de fleurs dans les jardins. Après une marche de 20 minutes, j'arrivai à la rue principale et m'arrêtai à l'arrêt de bus. Je n'eus pas à attendre longtemps. Le vieux bus ouvrit ses portes dans un sifflement, et je peinai à monter ma valise à l'intérieur. « On va où, madame ?» demanda le chauffeur, un homme plus âgé avec une moustache grise. J'hésitai. Où, en effet? Je n'avais pas de plan précis. Au terminus, s'il vous plaît. En ville, acquiesça-t-il. 1,50 €. Je lui tendis 2 € et m'avançai dans le bus à moitié vide. Je m'assis près de la fenêtre et regardai défiler les maisons, les magasins, les écoles, les lieux familiers et inconnus de la ville où j'avais vécu ces 12 dernières années. Mes pensées retournèrent à la nuit dernière. « Tu es un fardeau pour notre maison. » Ces mots, prononcés par mes propres enfants, résonnaient sans cesse dans ma tête. Comment avaient-ils pu? Après tout ce que j'avais fait pour eux. Je fermai les yeux et les souvenirs m'envahirent comme les vagues d'une marée. C'était en 1980. Je venais d'épouser Archibald Morin, un jeune ingénieur aux brillantes perspectives. Nous étions si heureux dans notre petit appartement à Bordeaux. Il travaillait pour un bureau d'études, j'étais secrétaire dans une compagnie d'assurance. Nous rêvions d'une grande maison, d'enfants, de voyages. Le monde semblait plein de possibilités. 1 an plus tard, Loïc naquit. Un grand garçon en bonne santé avec une voix forte et les yeux bleus de son père. Je quittai mon emploi pour m'occuper de lui. Nous étions un peu à court d'argent, mais heureux. Archibald rentrait du travail et passait des heures à jouer avec son fils, lui construisant des châteaux avec des oreillers et des couvertures. 4 ans plus tard, Flore arriva. Une petite fille fragile avec une tignasse de cheveux roux et une constellation de taches de rousseur sur le nez. Je me souviens de Loïc, alors âgé de 5 ans, regardant sa petite sœur avec curiosité et demandant quand il pourrait jouer au ballon avec elle. La vie était difficile mais heureuse. Archibald travaillait dur. Je m'occupais des enfants et de la maison. Quand Flore eut 3 ans, je pris un poste à la cantine de l'école. Nous avions besoin de l'argent supplémentaire, et ce travail me permettait d'être près des enfants et de rentrer à la maison avec eux. Loïc grandit pour devenir un garçon intelligent et curieux. Il étudiait bien et rêvait de devenir architecte ou ingénieur comme son père. Flore était d'une nature plus créative, elle peignait, chantait dans la chorale de l'école, participait à des productions théâtrales. Quand Loïc eut 18 ans, il entra à l'université. Les frais de scolarité étaient élevés, et Archibald et moi décidâmes de prendre des emplois à temps partiel supplémentaires. Je pris un poste de femme de ménage le soir, et Archibald faisait des heures supplémentaires. Nous nous voyions rarement, mais nous étions prêts à tout pour donner à notre fils une bonne éducation. Flore voulait aussi aller à l'université, mais à ce moment-là, Archibald avait déjà commencé à tomber malade. Au début, c'était juste des maux de tête, de la fatigue. Puis les médecins trouvèrent une tumeur au cerveau. Chirurgie, chimiothérapie. Tout l'argent que nous avions économisé pour les études de Flore alla dans le traitement. Je me souviens d'elle pleurant quand elle apprit qu'elle ne pourrait pas aller à l'université de ses rêves. Nous trouvâmes une option moins chère, un IUT local, mais ce n'était pas ce dont elle avait rêvé. Je me sentis coupable, même si je réalisais que sauver la vie d'Archibald était plus important. Mais tous mes efforts furent vains. Archibald dépérissait sous mes yeux. Les derniers mois furent terribles. Il ne sortait presque plus de son lit. Il ne nous reconnaissait pas. Il délirait souvent. Je ne le quittais pas d'un pas. Je changeais ses couches, le nourrissais à la cuillère, lui donnais ses médicaments. Loïc avait déjà obtenu son diplôme et travaillait pour une entreprise de construction à Tours. Il venait rarement, toujours pressé de repartir. Flore était plus souvent là, mais elle non plus ne supportait pas la vue de son père mourant. Le bus s'arrêta, me tirant de mes souvenirs. Nous étions arrivés au terminus, à la périphérie de Tours, un quartier où vivaient principalement des ouvriers et des petits employés. Il n'y avait pas de maisons luxueuses ni de pelouses manucurées, mais les rues étaient propres et les maisons bien tenues. Je descendis du bus et regardai autour de moi. L'enseigne de l'hôtel de l'Aurore se trouvait en face de l'arrêt. Le bâtiment était vieux mais bien entretenu, avec des rideaux propres aux fenêtres et des pots de géranium à l'entrée.
La décision fut instantanée. Cet endroit serait mon refuge temporaire jusqu'à ce que je décide quoi faire ensuite. Je traversai la route et entrai dans le petit hall de l'hôtel. Derrière le comptoir de la réception était assise une femme de mon âge. Elle était corpulente, avec des cheveux gris courts et des lunettes à monture épaisse. Quand j'entrai, elle leva les yeux de son livre et sourit. « Bonjour. Je peux vous aider ? J'ai besoin d'une chambre, dis-je en posant ma valise sur le sol. Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que je trouve un appartement. » La femme me regarda attentivement. J'imaginais à quoi je ressemblais. Une vieille femme avec une seule valise, sans voiture, clairement désorientée. Mais il n'y avait ni pitié ni suspicion dans ses yeux, seulement une attention bienveillante. « Bien sûr, nous avons des chambres de disponibles. Vous voulez une vue sur la rue ou sur la cour ? La cour est plus calme. La cour, s'il vous plaît. Excellent choix. Combien de temps comptez-vous rester ? Je ne suis pas encore sûre. Peut-être une semaine. Puis-je payer à la journée ? Certainement, acquiesça-t-elle. 30 € la nuit, petit déjeuner simple inclus. Je m'appelle Martine Lambert et je suis la propriétaire de cet hôtel. Odette Morin, me présentai-je. Enchantée. Martine sourit et me tendit une fiche d'inscription. Remplissez-la, s'il vous plaît. Je vais préparer les clés. Pendant que je remplissais la fiche, mon esprit s'emballait à l'idée de l'argent. J'avais un peu de liquide, environ 300 €. Ce serait suffisant pour 10 jours dans un hôtel. La retraite n'arriverait que dans 2 semaines. Et après ? Je devrais trouver un travail et un logement moins cher. Voici vos clés. Chambre 23. Martine me tendit un jeu de 2 clés. 2e étage, en haut des escaliers à droite. Si vous avez besoin d'aide avec votre valise, je peux appeler Roré. C'est notre homme à tout faire. Merci. Ça ira, dis-je, bien que mes genoux me fassent mal. Comme vous voulez, haussa les épaules Martine. Le petit déjeuner est de 7 h à 10 h dans la salle de pause à côté du hall. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je la remerciai et me dirigeai vers les escaliers. La montée fut difficile, mais je traînais obstinément ma valise marche après marche. Je dus m'arrêter sur le palier du 2e étage pour reprendre mon souffle. La chambre 23 était petite, mais propre. Un lit double avec un couvre-lit blanc, une table de nuit, une commode, une petite table près de la fenêtre avec 2 chaises, une télévision au mur. La salle de bain était minuscule mais avait une bonne pression d'eau et des serviettes propres. Je m'assis sur le bord du lit et regardai autour de moi. C'était si différent de ma chambre chez Loïc. Cette petite chambre confortable que j'avais mis 12 ans à aménager. Il n'y avait pas de livres, pas de photographies, pas de plaid tricoté, juste un mobilier d'hôtel sans âme. Soudain, le désespoir m'envahit. Que avais-je fait ? Où irais-je ? Comment vais-je vivre ma vie ? Aurais-je dû ravaler ma fierté et rester chez Loïc ? Endurer la négligence et l'ingratitude pour un toit au-dessus de ma tête ? Non. La décision était prise et il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne retournerai pas dans un endroit où l'on me considère comme un fardeau. Je préférerais vivre dans un hôtel bon marché ou même dans la rue plutôt que de voir le mépris dans les yeux de mes propres enfants. Je déballai ma valise, suspendis soigneusement mes vêtements dans le placard, posai la photo d'Archibald sur la table de nuit. J'enveloppai soigneusement la ballerine en porcelaine dans une serviette et la mis dans le tiroir de la commode. Il n'y avait pas d'endroit sûr pour un objet aussi fragile. Puis je m'allongeai sur le lit et fermai les yeux. La fatigue et la tension des dernières 24 heures eurent raison de moi et je tombai dans un sommeil agité. Je fus réveillé par des coups à la porte. Il commençait à faire nuit dehors. J'avais dormi toute la journée. Qui est-ce ? Demandai-je d'une voix rauque et endormie. C'est Martine, la réceptionniste. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Vous n'êtes pas descendu de la journée. J'ouvris la porte. Martine se tenait là, un plateau à la main. J'ai pensé que vous n'auriez peut-être pas envie de sortir pour dîner, alors je vous ai apporté un sandwich et du thé. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais vous ne pourrez pas dormir le ventre vide. Je fus touché par son attention. Merci. C'est très gentil à vous. J'ai vraiment dormi toute la journée et je n'ai même pas pensé à la nourriture. Ce n'est rien, sourit-elle. Un déménagement, c'est toujours épuisant. Puis-je entrer ? Je m'écartai pour la laisser entrer. Martine posa le plateau sur la table près de la fenêtre et s'assit sur l'une des chaises. J'espère que ma compagnie ne vous dérange pas. Je ne veux pas m'imposer,
Mais j'ai pensé que vous aimeriez peut-être parler. Je m'assis en face d'elle. Ça ne me dérange pas. Merci pour votre sollicitude. De rien, dit-elle en agitant la main. J'ai été dans une situation similaire, alors je sais ce que c'est. Vous aussi, vous avez recommencé votre vie à mon âge? Demandai-je prudemment. Pas exactement votre âge, mais presque. Martine hocha la tête. J'avais 57 ans quand j'ai divorcé de mon mari après 30 ans de mariage. Il m'avait quitté pour une jeune collègue, me laissant avec des dettes et une maison que la banque a rapidement saisie. J'étais bibliothécaire scolaire. Le salaire était modeste. J'ai dû repartir de zéro. Comment vous en êtes-vous sorti? C'était très dur au début. Elle but une gorgée de thé de sa tasse. J'ai vécu dans des hôtels bon marché et j'ai fait des petits boulots. Puis une ancienne collègue m'a dit que sa tante vendait cet hôtel. La vieille dame ne pouvait plus le gérer et ses enfants vivaient loin et ne voulaient pas reprendre l'affaire familiale. Le prix était dérisoire et j'ai risqué toutes mes économies. Les premières années, j'arrivais à peine à joindre les deux bouts, mais peu à peu, les choses se sont améliorées. Maintenant, je vis ici, dans un appartement au rez-de-chaussée, et je suis très heureuse de ma vie. Son histoire était inspirante. Si Martine avait pu recommencer à 57 ans, pourquoi ne le pourrais-je pas à 65? Que vous est-il arrivé, si ce n'est pas un secret? Demanda Martine. Vous n'avez pas l'air d'une sans-abri ni d'une touriste. Je soupirai. Mes propres enfants m'ont mise à la porte. Ils ont dit que j'étais un fardeau. Martine secoua la tête. C'est comme ça. Les enfants peuvent être cruels, surtout quand ils pensent que leurs parents leur doivent quelque chose. Je leur ai donné toute ma vie. L'amertume me remonta à la gorge. J'ai travaillé à 2 emplois pour qu'ils puissent aller à l'université. J'ai passé les 12 dernières années à vivre avec mon fils et sa famille, à m'occuper de la maison, à garder mes petits-enfants, et voilà les remerciements que je reçois. Je comprends. Martine hocha la tête avec sympathie. Ma fille non plus n'apprécie pas beaucoup mes visites. Elle m'appelle à Noël et à la fête des mères, et c'est tout. Elle dit que je ne l'ai pas assez soutenue pendant son divorce. Que pouvais-je faire alors que j'arrivais à peine à joindre les deux bouts? Nous parlâmes tard dans la nuit. Martine me raconta sa vie, sa fille Lorraine qui vit en Californie et travaille comme designer, son ex-mari qui a récemment divorcé de sa jeune femme et vit maintenant seul, son hôtel et ses clients. Je lui parlais d'Archibald, de Loïc et Flore, des petits-enfants que je ne reverrai peut-être jamais. Ne dites pas de bêtises, dit sévèrement Martine. Bien sûr que vous verrez vos petits-enfants. Quand le premier choc sera passé, vos enfants réaliseront qu'ils ont mal agi et essaieront de réparer les choses. D'ici là, vous vous serez installé et vous les rencontrerez sur votre propre terrain, en position de force, pas en tant que demandeuse. Sa confiance me donna de la force. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je n'étais pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui se souciait de moi. Merci, Martine, dis-je alors qu'elle partait. Vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. De rien, sourit-elle. Venez me voir demain après le petit déjeuner. J'ai quelques idées pour un travail et un logement. On peut trouver une solution ensemble. Quand elle fut partie, je m'assis de nouveau sur le lit et regardai la photo d'Archibald. Eh bien, mon chéri, dis-je à voix haute, je suppose que la vie me réserve encore des surprises, mais je vais m'en sortir. J'ai une nouvelle amie, et c'est un bon début. Dehors, la ville nocturne grondait, et j'étais assise dans ma petite chambre d'hôtel bon marché, sentant quelque chose de nouveau s'agiter en moi. Pas le désespoir, pas la peur, mais un étrange sentiment d'espoir, presque oublié. Le matin du 3e jour à l'hôtel de l'Aurore commença avec le bruit de la pluie contre la fenêtre. Je restai au lit, écoutant les gouttes tambouriner sur le rebord, et réfléchis à ma situation. Martine et moi avions visité plusieurs appartements dans le quartier la veille, mais ils étaient tous soit trop chers, soit en terrible état. Ma retraite suffisait à peine pour les options les plus modestes, et celle-ci exigeait une caution que je n'avais pas. Mes pensées furent interrompues par des coups à la porte. « Odette, vous êtes réveillée ?» C'était la voix de Martine. Je pensais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble et ensuite je vous montrerai d'autres endroits. J'ouvris la porte. Martine se tenait là avec 2 tasses de café et un sac en papier qui sentait les viennoiseries fraîches. J'ai acheté les brioches chez Nguyen, dit-elle en entrant dans la chambre. Il a promis qu'elles étaient les plus fraîches. Nguyen? Demandai-je en prenant mon café. Il a l'épicerie du coin. Alimentation, billets de loto, articles divers. Il est vietnamien, vit ici depuis 30 ans. C'est un homme bon, mais un peu étrange.
Nous prîmes le petit déjeuner et Martine suggéra d'aller à l'épicerie de Monsieur Nguyen pour acheter du lait et du pain. La journée était ensoleillée, comme si la pluie d'hier avait lavé toute la grisaille et la morosité. Les rues étaient animées, les gens se dépêchaient d'aller au travail et les enfants à l'école. C'était une vie normale dans laquelle je devais trouver ma place. L'épicerie de Nguyen était une petite pièce très soignée, remplie d'étagères de marchandises. Derrière le comptoir se tenait un homme vietnamien âgé, aux yeux bienveillants et aux cheveux gris coiffés en une queue de cheval soignée. Quand il vit Martine, il sourit. « Madame Lambert », s'exclama-t-il. « Je suis heureux de vous voir. Comment allez-vous ? » « Je vais bien, Monsieur Nguyen », sourit Martine. « Je voudrais vous présenter mon amie, Odette Morin. Elle séjourne à mon hôtel. » Nguyen s'inclina poliment. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Morin. Bienvenue dans mon humble magasin. » Pendant que Martine choisissait ses courses, je regardais les marchandises sur les étagères. Mes yeux s'arrêtèrent sur un présentoir de billets de loto. « Vous jouez au loto, Madame Morin ? » demanda Nguyen, remarquant mon intérêt. « Jamais de ma vie. » Je secouai la tête. Mon mari pensait que c'était un gaspillage d'argent. « J'achète un billet chaque semaine, » dit Martine en s'approchant avec un panier rempli de provisions. « Je n'ai encore rien gagné de significatif, mais l'espoir fait vivre. » Nguyen sourit. « Madame Parker a gagné 200 € le mois dernier. Elle a acheté le billet dans mon magasin. Elle dit qu'il lui a porté chance. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que je voulais faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ou peut-être juste le désespoir. Donnez-moi un billet, dis-je en sortant 2 € de mon portefeuille. Le plus chanceux que vous ayez. » Nguyen me regarda sérieusement, comme pour m'évaluer, puis hocha la tête et se tourna vers le présentoir de billets. Il les étudia longuement, puis en choisit un vert vif avec l'image d'un trèfle à 4 feuilles. « Celui-ci, » dit-il en me le tendant. Je me suis réveillé aujourd'hui en pensant qu'il porterait chance à quelqu'un. Je pris le billet et le glissai dans mon sac à main, sans vraiment espérer gagner. C'était juste un petit caprice, une façon de me sentir partie d'un monde où je ne m'autorisais pas de telles folies auparavant. Ce soir-là, de retour à l'hôtel après une autre recherche infructueuse d'emploi et de logement, je trouvai le billet dans mon sac et me souvins du tirage du loto du soir. Martine était assise dans le salon devant une petite télévision, et je la rejoignis. « Ils annoncent les résultats maintenant », dit-elle en montrant l'écran. Bien que les chances de gagner quelque chose de substantiel soient à peu près aussi élevées qu'un flocon de neige ne fondant pas en enfer. Le présentateur annonça « Et maintenant les résultats du tirage du loto de ce soir. Les numéros gagnants sont le 21, 45, 9, 33, 70, et le numéro chance, le 11. » Je regardai mon billet et sentis le sol se dérober sous mes pieds. C'étaient les numéros sur le papier vert. 21, 45, 9, 33, 70, et le 11 en numéro chance. « Martine, » murmurai-je. « Je crois que j'ai gagné. » Elle m'arracha le billet des mains, vérifia les numéros et cria si fort que tous les clients dans la pièce sursautèrent. « Mon Dieu, Odette a gagné. Elle a gagné le jackpot. » La pièce fut remplie de cris de surprise et de félicitations. Quelqu'un me tapa sur l'épaule. Quelqu'un me serra la main. Et moi, je restais là, incapable de croire ce qui se passait. Combien ? Réussis-je enfin à articuler. Combien ai-je gagné ? Martine regarda à nouveau l'écran et haleta. 800 000 €. Tu es riche. Le lendemain fut un tourbillon. Martine et moi nous rendîmes au bureau de la Française des Jeux où je présentai le billet gagnant. Le personnel le vérifia mes documents et me félicita pour mon gain. Ils m'expliquèrent la procédure pour recevoir l'argent. Il serait transféré sur mon compte bancaire après paiement des impôts, ce qui prendrait environ une semaine. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâmes à la banque où j'ouvris un compte. Le directeur, ayant appris la nouvelle du gain, m'escorta personnellement jusqu'à son bureau et m'offrit le thé pendant que les documents étaient préparés. Une telle attention était inhabituelle. Hier, je n'étais rien, et aujourd'hui, j'étais soudainement devenue une personne importante. « Tu dois être prudente », m'avertit Martine en sortant de la banque. Des nouvelles comme ça se répandent vite. Bientôt, tout le monde saura que tu as gagné au loto. Tu penses que c'est un problème ? Oh, c'est un problème. Des parents éloignés dont tu n'as jamais entendu parler, de vieux amis que tu n'as pas vus depuis 20 ans, tous te demanderont de l'argent. Elle avait raison. Le soir même, tout l'hôtel était au courant de mon gain, et le lendemain matin, tout le quartier.
Monsieur Nguyen racontait fièrement à tous les clients que c'était lui qui avait choisi mon billet chanceux. L'histoire parut dans le journal local, et un journaliste vint même m'interviewer. Et puis les appels commencèrent. Flore fut la première à appeler. Sa voix était inhabituellement douce et insinuante. « Maman, je viens de l'apprendre. Félicitations. C'est incroyable. » « Merci, répondis-je sèchement. « Comment as-tu eu mon numéro ? » « Loïc me l'a donné. Il veut te parler aussi. Nous sommes si heureux pour toi. » « Vraiment ? Et il y a une semaine, vous me traitiez de fardeau et me mettiez à la porte. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Flore parla d'un ton d'excuse. « Maman, nous avons eu tort. Tu ne peux pas imaginer à quel point nous avons été inquiets tous ces jours. Nous t'avons cherché, mais tu n'as pas laissé d'adresse. J'ai laissé un mot disant que je vous appellerai quand je serai installée. Et tu ne l'as pas fait. Nous étions inquiets. » Il y avait une note de ressentiment dans sa voix. « Tu aurais pu avoir des ennuis, et nous ne savions même pas où te trouver. Mais maintenant vous m'avez trouvé, dis-je. C'est une coïncidence étonnante, juste après que j'ai gagné au loto. Maman, tu es injuste. Nous étions vraiment inquiets et nous voulons que tu rentres à la maison. Théo et Lise te manquent. » À la mention des petits-enfants, mon cœur se serra. Ils me manquaient, en effet. Mais retourner dans une maison où l'on me considérait comme un fardeau. Non, plus jamais. Dis-leur que mamie leur manque aussi. Mais je ne reviendrai pas, Flore. J'ai une chance de vivre ma propre vie maintenant, et je vais la saisir. Mais maman, non, Flore. Ma décision est finale. Loïc appela ensuite. Son ton était moins insinuant, mais aussi inhabituellement doux. Maman, il faut qu'on parle. Je vais venir te voir. Pas la peine, Loïc. Je quitte l'hôtel. Où ça ? Ça ne te regarde pas. Maman, ne sois pas comme ça. Je sais que tu es blessée, mais nous sommes une famille. Nous devons rester unis. Une famille. Je sentis la colère monter en moi. Une famille ne se traite pas de fardeau. Une famille ne met pas une mère âgée à la rue. Nous avons eu tort. Il semblait agacé. Combien de fois faut-il en parler ? Nous nous sommes excusés. Que veux-tu de plus ? Je veux que tu me laisses tranquille, Loïc. Au moins pour l'instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir et décider quoi faire ensuite. Tu ne peux pas te promener avec une telle somme d'argent. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin d'aide. J'ai des amis qui peuvent m'aider. Et je trouverai un conseiller financier. Quel conseiller financier ? Je pouvais entendre l'anxiété dans sa voix. Au revoir, Loïc. Je t'appellerai quand je serai prête à parler. Je raccrochai, me sentant étrangement satisfaite. Pour la première fois depuis des années, j'étais en contrôle de la situation, pas à la merci des autres. Le lendemain, les appels continuèrent. Flore appela 3 fois, Loïc 5 fois, même Tania appela, ce qui était complètement inattendu. Ils s'excusèrent tous, disant à quel point je leur manquais, à quel point ils voulaient que je rentre. Ne cède pas, me conseilla Martine. Ils ne veulent que ton argent. Je n'allais pas céder. Au lieu de cela, je commençai à chercher un nouveau logement. Pas un appartement bon marché, mais un endroit décent où je pourrais vivre confortablement. Martine me recommanda l'hôtel de la Paix. Pas le plus luxueux de la ville, mais propre et avec un bon service. J'y réservai une chambre pour 2 semaines, le temps de trouver un logement permanent. Tu as besoin d'un bon conseiller financier, dit Martine lors de notre dîner d'adieu. J'en connais un, Vincent Martel. Il a aidé mon ami après son divorce et c'est un homme très honnête. C'est une bonne idée, acquiesçai-je. Avec une telle somme, il est facile de faire une erreur. Voici sa carte. Dis-lui que c'est de ma part. Arriver à l'hôtel de la Paix fut plus facile que prévu. La réceptionniste m'accueillit avec un sourire. Le portier porta ma modeste valise jusqu'à ma chambre. La femme de chambre me demanda si j'avais besoin de quelque chose d'autre. Je me sentais comme une princesse de conte de fées. La chambre était spacieuse et lumineuse, avec un grand lit, une moquette douce, une télévision, et luxe suprême, une salle de bain privée avec un jacuzzi. La fenêtre donnait sur un petit parc. Ce n'était pas du tout comme ma chambre chez Loïc ou la modeste chambre de l'hôtel de l'Aurore. La première chose que je fis fut d'appeler Vincent Martel et de prendre rendez-vous pour le lendemain. Ensuite, je commandai un dîner au service d'étage, un autre luxe inconnu, et m'installer dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. « Flore,
Loïc, encore Flore. Je ne répondis pas. J'avais besoin de temps pour mettre de l'ordre dans mes sentiments et décider quoi faire. Le matin, je rencontrai Vincent Martel dans le hall de l'hôtel. C'était un homme petit et corpulent, la cinquantaine, aux cheveux clairsemés et au visage bonhomme. Il arriva avec une mallette en cuir remplie de papiers et de prospectus. « Madame Morin, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Il me serra fermement la main. « Martine m'a beaucoup parlé de vous. » Nous nous installâmes dans un coin confortable du hall où nous pouvions parler tranquillement. « Alors, commença-t-il en sortant un carnet. Parlons de votre situation financière et de vos objectifs. Que voulez-vous faire de votre gain? » Je réfléchis. Pour être honnête, je n'avais pas de plan clair. Je veux acheter une maison, petite mais confortable, avec un jardin. Et je veux avoir une vieillesse paisible pour ne pas avoir à dépendre de mes enfants. C'est un bon plan. Vincent hocha la tête d'un air approbateur. Voyons comment nous pouvons y parvenir. Il passa les 2 heures suivantes à me parler d'options d'investissement, d'impôts, de plans de retraite et d'assurance. J'essayais d'absorber tous les détails, mais ma tête tournait avec de nouveaux termes et concepts. Ne vous inquiétez pas, me rassura Vincent, remarquant ma confusion. Nous ne prendrons aucune décision aujourd'hui. Je vais vous préparer quelques plans d'investissement, et vous les étudierez attentivement. Nous nous reverrons dans quelques jours pour discuter des détails. En me réveillant dans ma chambre à l'Hôtel de la Paix, je restai longtemps allongé, profitant du silence inhabituel. Personne ne demandait de préparer le petit déjeuner. Personne ne critiquait mes actions. Personne ne me traitait comme une servante. Cette liberté était enivrante et un peu effrayante. J'avais vécu pour les autres si longtemps que j'avais presque oublié ce que c'était de vivre pour moi-même. Au petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel, je parcourus le journal des annonces immobilières. Maintenant que j'avais de l'argent, je pouvais m'offrir ma propre maison. Pas un manoir luxueux. Non, juste un endroit confortable où je pourrais passer le reste de ma vie en paix et dans la dignité. Ma matinée paisible fut troublée par la sonnerie de mon téléphone portable, une acquisition récente sur laquelle Martine avait insisté pour ma sécurité. Le nom de Flore s'afficha à l'écran. « Bonjour, maman. » Sa voix semblait tendue. « Comment vas-tu? »« Bien, Flore. »« De quoi as-tu besoin? »« Besoin ?» essaya-t-elle de feindre l'offense. « Je ne peux pas simplement appeler pour savoir comment va ma mère? » Je soupirai. « Flore, tu m'as appelé 28 fois ces 2 derniers jours. Avant ça, pas une seule fois en 2 semaines. Alors, oui, tu as besoin de quelque chose. » Pause, puis. « D'accord, maman. Je voulais vraiment te parler d'argent. C'est bien ce que je pensais. Pas ce que tu crois. Je ne demande pas d'argent pour moi. Je suis inquiète qu'on t'escroque. Tu n'as pas l'habitude de gérer de telles sommes. J'ai un conseiller financier. » « Oui, tu en as un. Un certain Vincent Martel, » dit-elle avec un dédain évident. « Qui est-ce? As-tu vérifié sa licence? Ses recommandations? » Martine me l'a recommandé. Il a aidé une de ses amies lors de son divorce. « Martine, Martine, Martine !» s'exclama Flore, irritée. « Qui est cette Martine? Tu la connais depuis moins d'1 semaine et nous, ta famille, depuis toute ta vie. » Je sentis mon irritation monter. La famille qui m'a mise à la porte et m'a traité de fardeau. Maman, on ne va pas revenir là-dessus. Nous nous sommes déjà excusés. Les gens font des erreurs, disent des choses qu'ils ne pensent pas. Je pense que vous pensiez exactement ce que vous disiez. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je parte vraiment, encore moins que je gagne au loto. Flore prit une profonde inspiration, essayant clairement de retenir son irritation. Écoute, maman. Loïc et moi voulons venir te voir pour te parler en personne. Pourrais-tu nous dire dans quel hôtel tu es? Non, Flore. Je ne veux pas vous voir. Du moins, pas encore. Mais maman, sa voix se brisa. J'amènerai Jade. Sa grand-mère lui manque tellement. Ah, voilà. Maintenant, ils essayaient de me manipuler à travers mes petits-enfants. Je sentis la colère monter en moi. Flore, sois honnête. Jade me manque-t-elle vraiment ou l'utilises-tu juste pour mettre la main sur mon argent? Comment peux-tu dire ça? Sa fille était indignée. Bien sûr qu'elle te manque. Elle t'aime. Alors pourquoi n'est-elle pas venue me voir une seule fois l'année dernière? Même pas à Noël. Silence. Puis. Tu n'es pas juste, mère. Non, Flore. C'est toi qui es injuste. Tu ne t'es souvenu de moi que lorsque tu as appris pour le gain,
Et maintenant tu essaies de manipuler mes sentiments à travers mes petits-enfants. C'est bas. Je mis fin à l'appel et éteignis mon téléphone. Mes mains tremblaient légèrement. Malgré ma résolution, ça faisait mal de dire ces choses à ma propre fille, mais ça faisait encore plus mal de réaliser qu'elle était vraie. Après le petit déjeuner, je rencontrai l'agente immobilière que Vincent m'avait recommandée. Margot Thierry était une femme énergique d'une 50aine d'années, aux cheveux gris courts et au regard vif. « Alors, Madame Morin, que cherchez-vous » demanda-t-elle alors que nous montions dans sa voiture. « Une petite maison » répondis-je. « Avec un jardin, dans un quartier calme, rien de luxueux, mais confortable. Un budget jusqu'à 300 000 €. Elle haussa les sourcils de surprise. « Avec vos moyens, vous pourriez vous permettre quelque chose de plus impressionnant. » « Je ne veux pas être impressionnante, souris-je. Je veux vivre confortablement et le reste de l'argent est mieux investi comme le suggère Vincent. » Margot hocha la tête, compréhensive. « C'est logique. J'ai quelques options qui pourraient vous convenir. » Au cours de la journée, nous visitâmes 5 maisons. Les 4 premières ne me plurent pas. L'une était trop grande, une autre dans un quartier bruyant. Une nécessitait de sérieuses réparations, et une était trop proche de la maison de Loïc, ce qui était inacceptable. La 5e maison était exactement ce que je cherchais. C'était un petit pavillon de plain-pied avec 2 chambres, un salon spacieux, une cuisine lumineuse, et surtout, un jardin ravissant. Les anciens propriétaires étaient clairement des passionnés de jardinage. Des roses, des hortensias et des lys fleurissaient autour de la maison. Il y avait un vieux pommier au fond du jardin et un petit étang avec des nénuphars dans un coin. « C'est parfait », dis-je en regardant le jardin. « Combien en demande-t-il » ? 280 000 €, dit Margot. « Mais je pense qu'on peut négocier un peu. » Non, je secouai la tête. Si la maison est en bon état, je suis prête à payer le prix total. De retour à l'hôtel, je me sentis agréablement excitée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un but, quelque chose que je voulais vraiment pour moi. J'appelai Martine pour lui annoncer la nouvelle. « C'est merveilleux, Odette » s'exclama-t-elle. « Quand est-ce que je peux la voir ? » « Viens demain. Margot nous y emmènera à nouveau, et si tout va bien, je signerai les papiers. J'y serai, et j'amènerai Hélène Dubois avec moi. C'est la présidente de notre club de jardinage local. Je suis sûre qu'elle t'appréciera. » Nous prîmes rendez-vous et je raccrochai avec un sourire. La pensée de ma propre maison et de nouvelles amies me remplissait de joie. Peut-être que tout ce qui s'était passé, quitter la maison de mon fils, vivre dans un hôtel, gagner au loto, était pour le mieux. Mes réflexions furent interrompues par des coups à la porte. C'est étrange. Je n'attendais personne, et j'avais commandé le service d'étage pour plus tard dans la journée. « Qui est-ce ? » demandai-je. « Le service de chambre, madame. Je dois changer les serviettes. » Quelque chose dans cette voix me semblait familier. J'ouvris la porte prudemment et me figeai. Loïc et Flore se tenaient devant moi. « Salut, maman », sourit nerveusement Flore. « Désolée pour la supercherie, mais tu ne nous as pas laissé le choix. Comment m'avez-vous trouvé ?» Je n'essayais pas de cacher mon irritation. « On a appelé tous les hôtels décents de la ville », haussa les épaules Loïc. « Ce n'était pas difficile. Que voulez-vous » Je me reculai. « Parlez », Flore essaya de me prendre la main, mais je me dégageai. « S'il te plaît, maman. Juste 5 minutes. » J'hésitais. D'un côté, je ne voulais pas avoir affaire à eux. De l'autre, je préférais régler ça maintenant plutôt que de subir des appels et des visites constants. 5 minutes. Je reculai, les laissant entrer dans la chambre. Loïc regarda autour de lui avec l'air d'un expert. « Bel endroit. Combien coûte une chambre comme ça la nuit ? » « Ça ne te regarde pas, Loïc. » Il leva les mains dans un geste conciliant. « D'accord. D'accord. Je suis juste inquiet que tu dépenses l'argent trop vite. » « Mon argent, mes dépenses. » « Maman, » intervint Flore en s'asseyant sur le bord du lit. « Nous sommes vraiment inquiets pour toi. Tu n'as jamais eu affaire à de telles sommes. On pourrait t'escroquer. Et c'est pour ça que vous avez menti à la femme de chambre pour entrer dans ma chambre. » Ils se regardèrent, ne s'attendant clairement pas à une telle rebuffade. « Nous voulons t'aider, » dit finalement Loïc. « Je peux jeter un œil à ton contrat avec ce conseiller financier. Voir s'il ne t'arnaque pas. » « Merci, mais Vincent Martel est un professionnel respecté avec d'excellentes références, et il ne me facture aucun frais initiaux si c'est ce qui t'inquiète. » « Et la commission »
Loïc ne lâcha pas l'affaire. Elle pourrait être cachée dans les termes du contrat. Je sais lire, Loïc. Et Martine a vérifié tous les documents avant que je ne les signe. Martine, 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 s'exclama Flore. Qui est cette Martine à qui tu fais autant confiance? Mon amie, répondis-je fermement. Une personne qui m'a aidé quand j'étais dans une mauvaise passe, contrairement à vous. Il y eut un autre silence gênant. Puis Loïc changea de tactique. Maman, nous avons amené Théo et Lise. Ils attendent dans la voiture. Tu leur manques tellement. Mon cœur se serra. Mes petits-enfants me manquaient vraiment, mais les utiliser comme levier, c'était bas, même pour eux. Amenez-les, dis-je. Je serais heureuse de les voir. Flore sortit et revint une minute plus tard avec les enfants. Théo, 8 ans, aux cheveux ondulés, et Lise, une fillette de 6 ans avec des couettes, se précipitèrent vers moi avec des cris de joie. Mamie, tu nous as manqué. Je les serrai dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux. Combien j'aimais ces petits. Vous m'avez manqué aussi, mes chéris. Comment allez-vous? Quoi de neuf à l'école? Les enfants commencèrent à me raconter leurs succès et leurs aventures. Je les écoutais en souriant, mais du coin de l'œil, je remarquais Loïc et Flore échangeant des regards entendus. Ils comptaient visiblement sur la vue de leurs petits-enfants pour m'adoucir. Quand les enfants eurent fini leurs histoires, Loïc dit nonchalamment. Tu vois, maman, comme tu leur manques. Leur grand-mère leur manque à la maison. Ils me manquent aussi, dis-je. Et j'adorerais que vous me les ameniez en visite. J'achète une maison avec un jardin. Ils vont adorer. Une maison? Demanda Loïc. Tu achètes déjà une maison sans nous consulter? Pourquoi devrais-je vous consulter? Parce que nous sommes ta famille. S'exclama Flore. Parce que nous nous soucions de toi. Vous souciez? Je la regardai, incrédule. Quand vous êtes-vous soucié de moi pour la dernière fois, au lieu de ce que je pouvais faire pour vous? Ce n'est pas juste, maman. Loïc rougit de colère. Nous t'avons donné un toit quand ton père est mort. Tu as vécu avec nous pendant 12 ans. Oui, c'est vrai. Comme gouvernante et nounou. M'avez-vous déjà demandé ce que je voulais, ce qui m'intéressait, ce dont je rêvais? Non. J'étais un outil pour vous. Rien de plus. Les enfants nous regardaient avec de grands yeux, ne comprenant pas pourquoi les adultes se disputaient. Loïc, Flore, vous feriez mieux de partir, dis-je doucement. Les enfants n'ont pas besoin d'entendre ça. Non, maman. Loïc croisa les bras sur sa poitrine avec détermination. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas réglé la question de ton argent. Il n'y a rien à régler. C'est mon argent et je le gérerai comme bon me semble. Tu as perdu la tête. Il se déchaîna soudainement. Tu es sous l'influence de criminels qui veulent. Ton argent. Loïc, lui cria Flore en montrant les enfants du menton. Non, que les enfants entendent. Il était furieux. Qu'ils sachent que leur grand-mère a perdu la tête et va dilapider tout l'argent au lieu d'aider la famille. Je sentis un calme glacial m'envahir. Perdu la tête? C'est une théorie intéressante. Et quand est-ce que c'est arrivé? Avant ou après que j'ai gagné au loto? Tu sais ce que je veux dire. Il haussa la voix. Tu as rencontré une certaine Martine dans un hôtel bon marché et soudain, c'est ta meilleure amie et conseillère. Elle te manipule de toute évidence. Martine m'a aidé quand je n'avais nulle part où aller. Elle m'a donné un toit et un soutien quand ma propre famille m'a mise à la porte. On ne t'a pas mise à la porte, objecta Flore. On t'a juste proposé de vivre séparément. Après m'avoir traité de fardeau, lui rappelai-je. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Tous. Nous ne partons pas, dit obstinément Loïc. Pas avant que tu ne reviennes à la raison. Je me dirigeai vers le téléphone. Alors j'appelle la sécurité. Tu n'oserais pas. Il fit un pas vers moi, mais je composais déjà. Réception. Ici Odette Morin de la chambre 312. J'ai des invités non désirés qui refusent de partir. Pourriez-vous envoyer la sécurité, s'il vous plaît? Le visage de Loïc se tordit de colère. Tu vas le regretter, maman. Je vais te poursuivre en justice. Je prouverai que tu es folle et incapable de gérer ton propre argent. Essaie, dis-je calmement. N'importe quel psychiatre confirmera que je suis saine d'esprit. Votre obsession pour mon argent, en revanche, ne semble pas très normale. Viens, Loïc. Flore tira sur la manche de son frère. Les enfants sont bouleversés. En effet. Théo et Lise nous regardaient avec des yeux effrayés.
J'eus honte qu'ils aient été témoins de cette scène affreuse. Je suis désolée, mes chéris. Je serrai mes petits-enfants dans mes bras. Mamie et vos parents se sont un peu disputés. Ça arrive aux adultes. Allez, les enfants, dit sèchement Loïc. On doit y aller. Ils partirent juste avant que l'agent de sécurité n'arrive. Je m'excusai de l'avoir dérangé, et expliquai que le problème était déjà résolu. Resté seul, je sentis mes forces m'abandonner. Cette confrontation avait épuisé mon âme. Malgré toute leur ingratitude, c'étaient mes enfants. Je les aimais et cela me peinait de voir ce qu'ils étaient devenus. Le soir, Flore appela. Sa voix semblait déprimée. « Maman, je suis désolée pour ce soir. » Loïc a surréagi. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je. Menacé de poursuivre sa propre mère en justice, c'est trop. Il est juste inquiet. Nous sommes tous les deux inquiets. Et nous sommes blessés que tu fasses plus confiance à des étrangers qu'à nous. Flore, ces étrangers m'ont traité avec plus de respect et de soin que vous ne l'avez fait depuis des années. Ils ne me considèrent pas comme un fardeau. Ils ne me demandent rien en retour. Pas encore, dit-elle, le ton sarcastique habituel dans sa voix. On verra ce qui se passera quand ils réaliseront qu'ils n'obtiendront rien de plus de toi. Tu sais ce qui est le plus triste, Flore ? Que tu mesures chaque relation à l'aune du profit. Tu ne comprends pas que quelqu'un puisse être juste un ami, juste une aide, sans rien attendre en retour. C'est naïf, mère. Non, Flore. C'est humain. Et je suis désolée que tu ne comprennes pas ça. Je mis fin à la conversation, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Je ne céderai pas. Je ne retournerai pas à mon ancienne vie. Je ne les laisserai pas me manipuler et me priver de ma chance au bonheur. Le lendemain fut consacré à l'achat de la maison. Margot prépara tous les papiers, et Martine, moi, et son amie Hélène Dubois, une dame agréable aux cheveux gris coiffés en un chignon soigné, allâmes revoir la maison. Excellent choix, Odette, dit Hélène en regardant les rosiers. Les anciens propriétaires étaient de toute évidence des experts. Ces variétés de roses ne sont pas faciles à cultiver dans notre climat. Je ne connais pas grand-chose au jardinage, admis-je. Mais j'ai toujours voulu apprendre. Je t'apprendrai, sourit-elle. Et tu devrais rejoindre notre club de jardinage. On se réunit une fois par semaine, on échange nos expériences, et parfois on organise des excursions dans des jardins botaniques. Tu adorerais ça. La pensée d'avoir un nouveau passe-temps et de nouvelles amies me remplissait de joie. Après avoir signé les papiers, Margot me tendit les clés. Félicitations, Madame Morin. La maison est officiellement à vous. Je serrai le métal froid dans ma paume, les larmes me montant aux yeux. Ma maison. Pour la première fois de ma vie, j'avais une maison qui n'appartenait qu'à moi. Ça se fête. S'exclama Martine. Je propose que nous déjeunions à l'Olivier Vert, le meilleur restaurant de la ville. Pendant le déjeuner, nous discutâmes des plans pour la maison. Hélène donna des conseils sur le jardinage, Martine suggéra des meubles et des décorations, et je les écoutai, ressentant une excitation croissante. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivante. Le lendemain, j'emménageai dans ma nouvelle maison. Elle était vide. Les anciens propriétaires avaient emporté tous les meubles, ne laissant que les rideaux et les lustres. Mais même ainsi, la maison me semblait magnifique. Les pièces lumineuses, les grandes fenêtres donnant sur le jardin, la vieille cheminée dans le salon. Tout était à moi, seulement à moi. Martine m'aida à faire une liste des meubles et des accessoires dont j'avais besoin. Ne te précipite pas pour acheter, me conseilla-t-elle. Vis ici un moment. Imprègne-toi de l'espace. Tu verras exactement ce dont tu as besoin. Hélène m'apporta quelques plantes en pot pour rendre la maison plus chaleureuse. Et ce week-end, viens à la réunion de notre club. Tu feras connaissance avec tout le monde. Le soir, après le départ de Martine et Hélène, je m'assis sur la terrasse de ma nouvelle maison, regardant le soleil se coucher. Le jardin était baigné d'une lumière dorée. Les roses embaumaient, et quelque part au loin, des oiseaux chantaient. Je me sentais merveilleusement calme et en paix. Mon téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Loïc. Je décidai de ne pas répondre. Que le monde entier attende. Ce moment était le mien, et seulement le mien. Un mois s'était écoulé depuis mon emménagement dans ma nouvelle maison. Beaucoup de choses avaient changé pendant ce temps. J'avais acheté des meubles, simples mais confortables, et j'avais décoré les murs avec des tableaux de paysages qui me rappelaient les endroits où j'étais allée avec Archibald. Le jardin commençait à prendre un nouvel aspect,
Hélène m'aidant à tailler les rosiers et à planter de nouvelles fleurs. Les appels de Loïc et Flore ne cessèrent pas. Au début, ils appelaient tous les jours, puis tous les 2 ou 3 jours. Parfois je répondais, parfois non. Nos conversations devenaient de plus en plus tendues. Ils me suppliaient de revenir, menaçaient de me poursuivre en justice ou proposaient de m'aider à gérer mon argent. Je restais inflexible. Finalement, après un autre appel désagréable, je décidai qu'il était temps de mettre un terme à cette relation. Je les invitai à une réunion dans un lieu neutre, le restaurant l'Olivier Vert, où Martine, Hélène et moi avions célébré l'achat de la maison. Le jour convenu, j'arrivai en avance et choisis une table dans un coin de la salle d'où j'avais une vue dégagée sur tout le restaurant. J'étais vêtue d'un nouveau tailleur ivoire que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Mes cheveux étaient coiffés et j'avais mis un rouge à lèvres léger. Je voulais paraître confiante et digne. Flore arriva la première. Elle avait l'air nerveuse, tripotant la lanière de son sac à main et arrangeant ses cheveux. « Maman !» Elle m'embrassa maladroitement sur la joue. « Tu es magnifique. »« Merci, Flore. Toi aussi, tu es bien. » Nous nous assîmes à table et un silence gênant s'installa. Finalement, elle demanda. « Comment tu te plais dans ta nouvelle maison ? » « C'est bien. »« Oui, c'est super. Je suis très contente de mon choix. »« C'est bien. » Elle se mit à nouveau à tripoter la lanière de son sac. « Maman, je... » Elle fut interrompue par Loïc. Il entra dans le restaurant le visage tendu, regarda autour de lui et, nous remarquant, se dirigea vers notre table. « Maman, Flore, » hocha-t-il sèchement la tête en s'asseyant à côté de sa sœur. « Je suis en retard ? » « Non, nous venons de commencer, » répondis-je. « Commandons d'abord et ensuite nous parlerons. » Nous commandâmes le déjeuner. Je choisis du saumon avec des légumes, Flore une salade, et Loïc un steak. Pendant que nous attendions notre commande, la conversation tourna autour du temps, de connaissances communes, des nouvelles de la ville. Pas un mot sur l'argent, sur mon déménagement, sur notre conflit. Il semblait que nous 3 avions décidé de reporter la conversation désagréable jusqu'au dernier moment. Quand la nourriture arriva, Loïc n'y tint plus. « Maman, allons droit au but. Tu ne nous as pas invités pour parler de la pluie et du beau temps. » Je posai ma fourchette et tamponnai mes lèvres avec ma serviette. « Tu as raison, Loïc. Je vous ai invité ici pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. » Je sortis un dossier de mon sac à main et le posai sur la table. « Voici les documents que je veux que vous voyiez. Ce sont des copies. Les originaux sont chez mon avocat. »« Un avocat ? » demanda Flore. « Tu as un avocat ? » ?»« Oui. Vincent Martel m'en a recommandé un bon. Il s'appelle maître Simon Pédron. Il m'a aidé à régler les questions juridiques liées à mon gain et à mon héritage. » Loïc fronça les sourcils. « Quel héritage ? » ?»« Mon héritage. » J'ouvris le dossier et sortis le premier document. C'est un testament. Je l'ai fait la semaine dernière. Selon lui, la majeure partie de mon argent ira dans un fonds spécial pour Théo, Lise et Jade quand je mourrai. L'argent leur sera versé par tranches à partir de 21 ans et uniquement pour leurs études et l'achat de leur premier logement. Tu as fait un testament ? Flore avait l'air choquée. Mais tu ne vas pas mourir. Je souris. Non, pas tout de suite. Mais j'ai 65 ans et je préfère que tout soit en ordre. Je sortis un deuxième document. Et celui-ci est encore plus intéressant. C'est un accord pour créer un fonds d'éducation pour les petits-enfants. J'y ai déjà transféré 500 000 €. L'argent ne leur sera disponible qu'après l'âge de 21 ans et uniquement à des fins éducatives. D'ici là, ni vous ni eux ne pourrez utiliser ces fonds. Loïc pâlit. 500 000 €? Mais c'est une grosse partie de ton gain. Oui. Je hochai la tête. Je pense que l'éducation des enfants est le meilleur investissement, et je me suis laissé assez pour une vie confortable. Mais mère. Flore me regarda, perplexe. Pourquoi faire ça maintenant ? Tu pourrais nous aider. J'ai un prêt immobilier. Loïc a des problèmes professionnels. C'est exactement pour ça que je l'ai fait maintenant, dis-je fermement. Pour que l'argent n'aille pas à vos dettes et problèmes, mais aide réellement les enfants à avoir une bonne éducation. Tu ne nous fais pas confiance, dit Loïc, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Non, je ne vous fais pas confiance. Je le regardai droit dans les yeux. Vous m'avez mise à la porte de la maison en me traitant de fardeau. Et puis, quand vous avez entendu parler du gain, vous vous êtes soudainement souvenu que j'étais votre mère. Comment puis-je vous faire confiance ? Flore se mit à pleurer. Maman,
Nous nous sommes excusés. Nous avons eu tort. Les gens font des erreurs. Oui, les gens font des erreurs. J'acquiesçai. Et j'ai eu tort, moi aussi. Je pensais que si je m'occupais assez de vous, si je vous donnais tout, mon temps, mon énergie, mon amour, vous l'apprécieriez. Mais je me suis trompée. Vous avez pris mes soins pour acquis. Et quand je suis devenue plus âgée et plus faible, quand je suis devenue moins utile, vous avez décidé de vous débarrasser de moi. Ce n'est pas vrai, s'exclama Loïc. Nous voulions juste que tu vives ta propre vie. Après 12 ans de vie commune, après que je vous ai donné presque toute ma retraite, après avoir élevé vos enfants pendant que vous construisiez votre carrière. Non, Loïc, vous avez juste décidé que vous n'aviez plus besoin de moi. Il baissa les yeux. Flore continuait de pleurer. Je ne vous blâme pas, continuai-je. J'ai laissé faire. Je ne vous ai pas appris à apprécier ce que vous avez. J'ai toujours mis vos besoins avant les miens, et par conséquent, vous êtes devenu égoïste et insensible. C'est ma faute, et je dois vivre avec. Maman. Flore me prit la main. Donne-nous une autre chance. On peut arranger les choses. Reviens chez nous ou laisse-nous emménager avec toi. Nous serons une famille. Je dégageai doucement ma main. Non, Flore. Ça n'arrivera pas. Je ne reviendrai pas chez vous et vous n'emménagerez pas avec moi. J'ai ma propre vie maintenant, mes propres amis, mes propres centres d'intérêt. Je vis enfin pour moi-même et c'est un sentiment merveilleux. Mais les enfants, commença Loïc. J'adorerais voir mes petits-enfants, l'interrompis-je. Vous pouvez me les amener en visite, mais je ne veux pas vous voir. Du moins, pas encore. Pour l'instant? Les yeux de Flore brillèrent d'espoir. Oui, pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, je pourrai vous pardonner. Mais pour le moment, la blessure est trop fraîche. Loïc me regarda avec rage. Tu ne peux pas simplement nous rayer de ta vie. Nous sommes tes enfants. Je ne vous raye pas, Loïc. Je fixe juste des limites. Je ne vivrai plus pour vous. Je ne tolérerai plus votre négligence. Je ne serai plus votre nounou et votre gouvernante gratuite. Si vous voulez faire partie de ma vie, vous devrez me respecter et respecter mes décisions. Il se leva, jetant sa serviette sur la table. Viens, Flore. Il n'y a rien à faire pour nous ici. Flore hésita, me regardant, puis son frère. Flore, dis-je doucement. Tu es une adulte. Tu peux prendre tes propres décisions. Ne laisse pas Loïc parler pour toi. Elle soupira. Maman, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée pour tout. Vraiment. Moi aussi, répondis-je sincèrement. Mais parfois, il faut perdre quelque chose pour en réaliser la valeur. C'est peut-être une leçon pour nous tous. Elle hocha la tête en se levant. Je t'appellerai pour les enfants, pour savoir quand je peux les amener. J'attendrai, souris-je. Dis bonjour à Jade. Ils partirent et je restai à table, finissant mon thé. Un étrange sentiment de vide et de libération m'envahit en même temps. J'avais fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, affirmer mon droit à ma propre vie. Les mois suivants passèrent rapidement. Je me plongeai entièrement dans l'aménagement de la maison et du jardin. Hélène devint mon mentor en jardinage. Chaque matin, je me levais au lever du soleil et allais au jardin. Taillant les roses, désherbant les parterres, arrosant les jeunes plants. C'était un travail méditatif, apaisant, qui m'apportait un grand plaisir. Je participais régulièrement aux réunions du club de jardinage où je rencontrais de nombreuses personnes intéressantes. Parmi elles, Léo Pivert, un veuf de 73 ans, ancien professeur de biologie et jardinier passionné. Il vivait à 2 rues de chez moi et proposa de m'emmener aux réunions du club. Léo était tout le contraire d'Archibald. Calme, raisonnable, avec un sens de l'humour subtil. Il n'essayait pas de m'impressionner, ne cherchait pas à paraître plus jeune ou plus riche qu'il ne l'était. C'était facile et confortable d'être avec lui. Un jour, après une réunion du club, il m'invita à prendre une tasse de thé dans son jardin. Il avait un magnifique jardin japonais avec un étang, un pont et un kiosque en bambou. C'est magnifique, dis-je en regardant les buissons soigneusement taillés et les pierres disposées dans un ordre particulier. Combien de temps vous a-t-il fallu pour créer un tel jardin? 20 ans, sourit-il. J'ai commencé après la mort de ma femme. C'était une sorte de thérapie. Je suis désolée, je lui touchai la main. Ça a dû être difficile. Oui. Il hocha la tête. Élisabeth et moi avons vécu ensemble pendant 40 ans. Quand elle est morte, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais le temps guérit, vous savez,
Et le jardin a aidé. Travailler avec les plantes enseigne la patience et l'acceptation. Il y a un temps pour tout, pour grandir, pour fleurir, pour se faner. Nous parlâmes tard dans la soirée. Léo me parla de sa vie, de son travail à l'école, des voyages qu'il avait faits avec sa femme avant sa maladie. Je lui parlais d'Archibald, des enfants, de mon travail à la cantine de l'école. « Que faites-vous maintenant, à part le jardinage ?» demanda-t-il. « Pas grand-chose pour l'instant, admis-je. J'organise la maison, j'apprends à vivre seul, mais je pense à voyager. Archibald et moi avons toujours voulu voir le monde, mais d'abord nous n'avions pas d'argent, puis pas le temps, puis il est tombé malade. Alors pourquoi ne pas réaliser ce rêve maintenant ?» suggéra Léo. « Vous êtes jeune. Vous êtes forte. Vous en avez les moyens. Que attendez-vous » Ces mots me firent réfléchir. Qu'est-ce que j'attendais? Toute ma vie, j'avais mis mes rêves en attente, donnant la priorité aux besoins des autres. Mais maintenant, j'étais libre. Aucune obligation. Pas besoin de me sacrifier pour qui que ce soit. Le lendemain, je me rendis dans une agence de voyage et achetai un billet pour une croisière en Méditerranée. Un voyage de 2 semaines en Italie, en Grèce, en Espagne, tous les endroits dont Archibald et moi avions autrefois rêvé. Quand je parlais de mes projets à Martine et Hélène, elles furent ravies. « C'est une idée merveilleuse », s'exclama Martine. « Tu dois voir le monde, avoir de nouvelles expériences. Je m'occuperai de ton jardin pendant ton absence, promit Hélène. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Léo aussi approuva ma décision. Ce sera un voyage inoubliable. J'ai été en Grèce dans les années 90. C'est un pays incroyable. Ramène-moi de l'huile d'olive de Crète si tu y vas. Avant de partir, je reçus un appel inattendu de Flore. « Maman, j'ai entendu dire que tu partais en croisière. »« Oui, » répondis-je, surprise qu'elle soit au courant de mes projets. « Dans 3 jours. »« C'est super. Je suis contente pour toi. Écoute, je me demandais, peut-être que Jade pourrait venir te voir avant que tu ne partes. Tu lui manques. » J'hésitais. D'un côté, ma petite fille me manquait vraiment. De l'autre, je ne voulais pas que Flore utilise l'enfant pour la manipuler. « D'accord, » dis-je finalement. « Amène-la demain après-midi. »« Mais seulement elle, Flore. Je ne suis pas prête à te voir. »« Je comprends. » Sa voix semblait humble. « Je l'amènerai et je viendrai la chercher ce soir. »« Merci, mère. » Le lendemain, Jade arriva en taxi. Flore respecta ma demande et ne se montra pas. Ma petite fille de 13 ans ressemblait presque à une jeune femme, grande, avec de longs cheveux roux en queue de cheval et une constellation de taches de rousseur sur le nez. « Mamie », elle me serra dans ses bras avec une joie sincère. « Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma chérie. » Je la serrai en retour. « Entre. » J'ai fait tes muffins aux myrtilles préférées. Nous passâmes un merveilleux après-midi ensemble. Je lui montrai la maison et le jardin et lui parlai de mes projets de voyage. Elle me parla de l'école, de ses amis, de son nouveau passe-temps, la photographie. « Maman dit que tu as créé un fonds spécial pour nos études », dit-elle alors que nous étions assises dans le jardin à boire du thé et à manger des muffins. « C'est vrai. » Oui, je hochai la tête. « Je veux que vous, Théo et Lise, ayez toutes les chances d'avoir une bonne éducation. »« Merci, mamie. » Elle me regarda sérieusement. « Je veux être photographe ou peut-être journaliste. De toute façon, je n'ai pas encore décidé, mais je sais que je veux étudier. »« C'est super, Jade. L'important est de trouver quelque chose que tu aimes vraiment, quelque chose qui fait battre ton cœur. Comme ton jardin ?» sourit-elle. « Oui, comme mon jardin, ris-je. Et comme ta photo. » Quand il fut temps de se dire au revoir, elle me serra fort dans ses bras. « Tu vas me manquer, mamie. Promets de me ramener quelque chose de ton voyage. »« Promis. » Je l'embrassai sur le front. « Et je te promets qu'à mon retour, nous nous verrons plus souvent. » Mon voyage s'avéra encore meilleur que ce que j'aurais pu rêver. Chaque jour était rempli de nouvelles impressions. Les ruines antiques d'Athènes, les eaux azures de Santorin, les rues étroites de Barcelone, le majestueux Colisée de Rome. Je photographiais tout ce que je voyais pour le montrer à mes petits-enfants et à mes amis. Sur le bateau, je rencontrai plusieurs personnes intéressantes. Un couple de retraités du Canada, une veuve d'Australie, une enseignante d'Angleterre. Nous dînions ensemble, faisions des excursions, partagions les histoires de nos vies. Aucun d'entre eux ne me connaissait avant, n'avait d'idées préconçues. Pour eux, j'étais juste Odette, une femme intéressante avec un sens de l'humour et un amour du jardinage.
Quand je rentrai à la maison, je me sentis revigorée, pleine d'énergie et de projets. Je m'inscrivis à un cours d'art, un autre passe-temps de longue date que j'avais abandonné après mon mariage. Il s'avéra que j'étais plutôt douée pour l'aquarelle, en particulier les fleurs et les paysages marins. Léo devint un visiteur fréquent chez moi. Nous travaillions ensemble dans le jardin, allions à des concerts dans le parc local, où nous asseyions simplement sur la véranda et parlions de tout et de rien. Il n'y avait pas de relation amoureuse entre nous, juste une amitié chaleureuse entre deux personnes seules qui avaient trouvé l'une en l'autre une âme sœur. Flore amenait périodiquement les enfants, Jade et parfois Théo et Lise, que Loïc laissait venir. Elle était toujours polie mais gardait ses distances, respectant mon désir de ne pas rétablir des relations étroites. Loïc n'appelait ni n'écrivait. Apparemment, sa fierté était trop blessée. Une année passa. Je fis 2 autres voyages, au Japon au printemps pour voir les cerisiers en fleurs, et en Angleterre en été pour visiter les célèbres jardins dont j'avais tant lu. Mon propre jardin s'épanouit et devint une source de fierté. Les membres du club de jardinage y organisèrent même une réunion et un thé. Je commençai un blog sur le jardinage et les voyages. Rien de sérieux, juste des notes sur ce que je voyais et apprenais. Des photos de fleurs et de lieux intéressants. À ma grande surprise, le blog attira des lecteurs, principalement des gens de mon âge qui, comme moi, avaient décidé de commencer une nouvelle vie à un âge avancé. Un après-midi d'automne chaud, j'étais assise dans mon jardin, peignant à l'aquarelle une rose fraîchement éclose. Léo devait venir plus tard. Nous avions prévu de dîner ensemble et de regarder un vieux film que nous aimions tous les deux. Mon téléphone bipa, annonçant un nouveau message. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Loïc. Maman, il faut qu'on parle. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi. Je regardai le message, puis la rose que je dessinais, les feuilles dorées qui tourbillonnaient dans l'air, le ciel bleu clair au-dessus. La vie était belle dans sa simplicité et sa complexité. J'avais enfin ma propre vie, le genre de vie dont j'avais toujours rêvé. Je supprimai le message sans le lire et retournai à mon aquarelle.